Chers amis, si nous sommes réunis ici, c'est que la guerre agricole se prépare. J'ai vu des scènes de guérilla contre un troupeau de vaches, des gens qui se battent pour leur terre. C'est notre terroir, il faut le défendre. Là, la crise, elle va plus loin que la DNC. Mais ce qu'on a oublié, c'est tout l'accompagnement financier des agriculteurs à côté, des foyers qui vont avoir leurs animaux bloqués pendant 90 jours au minimum et qui vont pas pouvoir payer leurs factures et leurs fournisseurs. Il est temps d'agir. Les vraies voix Sud Radio. Et puisqu'on revient sur les blocages d'agriculteurs, aujourd'hui toujours en cours, un petit peu partout, avec une ministre à Toulouse qui tente d'apaiser la colère. C'est André qui nous appelle de Damazan. Bonsoir André. Bonsoir. Oui, bonsoir Philippe, bonsoir Bruno et bonsoir la chère Cécile. Bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous. Sur cette question, finalement, de se dire, est-ce que les agriculteurs français sont-ils les grands perdants de l'Europe ? Tout à fait, parce que nous, le problème qu'on a en France, c'est qu'on veut laver plus blanc que blanc. On a le principe de précaution qui est dans la Constitution, donc qui s'applique pour les produits agricoles, qui s'applique pour tout un tas de choses, qui rajoutent des normes et qui font qu'à un moment donné, nous, on passe plus de temps à remplir des papiers, à justifier notre travail qu'à travailler, quoi. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué. Aujourd'hui, on a de la détresse dans les campagnes, quoi, parce que les gens, en travaillant dur, ils gagnent pas leur vie. Et en plus, on les embête sans arrêt. On a des gens qui sont très zélés pour venir contrôler des exploitations agricoles. Nous, on n'est pas, nous non plus, on voit des points de deal où on n'a pas de force de l'ordre, où ils ont des consignes de ne pas aller pour pas créer des émeutes et autres. Nous, on se retrouve face à des CRS, des gendarmes mobiles, qui font leur travail. On ne peut pas leur en vouloir. C'est les donneurs d'ordre qui sont pas très malins, parce qu'à un moment donné, il faut jouer la désescalade, expliquer que il faut abattre le troupeau pour X et Y raison, et ils ont qu'à jouer sur la durée. Les agriculteurs, ils vont pas rester 15 jours autour d'une ferme. Il suffit d'attendre qu'il n'y ait pas de mouvement d'animaux et ils auront le temps d'abattre. Mais pour moi, c'est pas la solution. Moi, je suis gaveur de canards, pardon, Cécile. Et on a subi un abattage de canards sains. On avait 940 canards dans notre salle de gavage. On les a gavés pendant un mois. On savait qu'ils allaient partir. Et on ne pouvait pas les laisser crever de faim, donc on leur donnait à manger une fois par jour. Oui. Et alors j'imagine un éleveur bovin, la détresse face à ces animaux qui sont là depuis des années, quoi. C'est terrible. J'ai l'impression que vous le ressentez comme une injustice et on comprend très bien, Philippe Bilger. C'est vrai, et notre ami, lorsqu'il évoque la bureaucratie européenne, a totalement raison, et celle-ci existe, mais on l'a souvent dit ici, elle est même amplifiée par la bureaucratie française qui rend encore plus nuisible les fameuses normes qui entravent la vie de nos agriculteurs. Et derrière tout cela, il y a un grand nombre de tragédies personnelles, des angoisses que je comprends devant l'abattage des bêtes, et le fait que, surtout, il me semble que la ministre de l'Agriculture, au demeurant une personnalité que je connais un peu estimable, et propose trop tard, tout de même, une visite et des dialogues. Excusez-moi, je vais quand même dire un truc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne se nourrit pas en France avant tout de ce que produisent nos agriculteurs. Et s'il en reste, on l'exporte. Mais non, mais on l'importe. Oui, on l'exporte. C'est ça, on l'exporte. Parce que c'est la loi du marché mondial qui. C'est le marché mais à un mondial. moment donné, on s'en fout du marché mondial. On n'a pas le choix parce que c'est l'Europe qui décide à notre place. Donc là, on va signer le Mercosur. Non mais attendez, moi si vous cherchez quelqu'un contre le Mercosur, vous avez un allié, j'allais dire deux poids. Mais c'est la logique, on est d'accord. Il y a des avantages certains et des avantages d'autres. Les viticulteurs sont pour le Mercosur. Oui, parce qu'ils vont vendre plus de vin. Mais chacun défend sa cantine, excusez-moi les amis. Mais il faut arrêter d'englober tout. Il faut des distinctions. André. Non, mais puis déjà, excusez-moi, il faut quand même mettre des règles, ce qu'on appelle les clauses miroirs, qui permettent de ne pas avoir trop de distorsion de concurrence. Parce que nous, nos éleveurs bovins, c'est là surtout que va être le problème avec le Mercosur, plus les céréaliers, plus tout le reste. C'est-à-dire, par exemple, le tourteau de soja pour nourrir les oléoprotéagineux pour nourrir le bétail. Eux, ils produisent des OGM à 80 ou 90 ou 95%. Nos agriculteurs n'ont pas le droit de le faire. Donc ça fait déjà une concurrence déloyale. Deuxièmement, nous, on nous enquiquine, et je vais faire un parallèle, à nous dire, vous n'avez plus le droit de rouler en ZFE parce que vous polluez,
Mais au Brésil, on les laisse détruire un terrain de football de forêt toutes les 10 minutes ou toutes les heures, je ne sais plus, pour faire de l'agriculture. Et là, ça passe sans aucun problème. Alors, il va falloir m'expliquer. Je veux bien, mais André, alors pardon d'être totalement binaire et la française moyenne, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne se sert pas avant les exportations, en fait ? Non, mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a tellement détruit l'agriculture française qu'on n'est plus autosuffisant. Oui, mais déjà, prioriser le français, pardon. Tout à fait. Mais vous savez, M. Pomar a parlé des viticulteurs. Aujourd'hui, pour résoudre le problème de la viticulture, on arrache la vigne. Oui. Alors qu'on importe du vin. C'est ça. Oui, c'est ce que je vous dis. Servons-nous déjà pour nous, et puis une fois qu'on n'a plus, on va chercher ailleurs. C'est pas aussi la faute, puisqu'on parle des viticulteurs, cher ami, le fait qu'on a exporté aussi les cabernets aux États-Unis, en Australie, etc. Et à un moment donné. On a vendu du cépage. Oui, du cépage, oui, mais maintenant, on a fait du business aussi. On a le retour de bâton, évidemment, et on le voit. Ah, mais les céréales, c'est pareil d'ailleurs, c'est l'Ukraine qui l'ont. L'Ukraine, le Canada. André, vous exportez, vous ? Non, moi je suis producteur de foie gras, donc personnellement j'exporte pas. Je sais que l'entreprise où je livre, ils exportent des escalopes de foie gras frais, notamment en Belgique, en Espagne, c'est des marchés de niche, mais c'est très rémunérateur. Et c'est surtout dans cette période festive où on a des gens, c'est souvent des Français qui achètent ça, en plus. Et donc, qui ont développé de bouche à oreille, qui ont invité des gens, je pense. Et donc, c'est vrai qu'il y a un marché là-dessus. Mais après, on n'exporte pas beaucoup. Moi, je produis aussi des fraises qui sont des variétés gustatives, donc pas forcément très très solides, qui ont 3-4 jours de durée de vie, donc on les vend sur le marché français. Mais aujourd'hui, on a tout fait à l'envers. On a fait une loi Egalim. Alors, la loi Egalim, ça partait d'un bon principe. Vous déterminez le prix de revient de l'agriculteur, vous rajoutez une marge, et vous déterminez un prix qui va être proposé en rayon. Donc, on va avoir, par exemple, des fraises françaises à 12 €. Mais comme les produits importés n'y sont pas soumis, on aura de la fraise espagnole à 1,50 €. Donc le consommateur. Et tout ça, c'est la FNSEA. Alors, j'aime pas taper sur les agriculteurs, sur les collègues. Attendez. Ce qu'on va faire, André. La direction. Oui. André, ce qu'on va faire, c'est on fait une petite pub. On revient dans un instant. Mais on va faire votre pub aussi. Vous allez nous dire où est-ce qu'on peut acheter vos foie gras. Allez, vous bougez pas. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Soyez les bienvenus. André est avec nous d'Amazon 0826 300 300. Il a plein de choses à nous dire et on revient sur ces blocages d'agriculteurs avec autour de cette table Philippe David, bien entendu, avec Monsieur Belleflou, Bruno Pomar. Le duc de Belleflou. Le comte de Belleflou. Ils souffrent nos agriculteurs là-bas aussi. Absolument. Et Philippe Bilger, bien entendu. André, j'avais envie de vous faire de la pub. Où est-ce qu'on peut acheter vos fraises ? Alors, les fraises, on peut les acheter chez une entreprise qui s'appelle France Food à Aiguillon. Oui. Voilà. Et les canards, c'est chez les Canards d'Ozan, à Castelnau-d'Ozan, dans le Gers. Ah, magnifique. Voilà, je sens. Et en théorie, vous avez dû en recevoir quelques petits trucs, normalement, je sais pas. On a reçu un colis qui est dans le bureau de Patrick Roger. Oui. D'accord, mais vous êtes trop sympa, merci André. Ils ont été détournés. Alors André, je vous le dis, je veux bien les cadeaux, mais moi je veux en acheter. Hein, donc on va vous en acheter aussi, parce que ça c'est très important. Il n'y a pas que les cadeaux, et on va les distribuer à Sud Radio. Merci beaucoup. Sud Radio donne la parole, franchement, et laisse parler les gens. On peut, faut pas aller dans l'invective et dans les injures, c'est pas le but, mais vous laissez parler librement les gens. Donc pour moi, ça vaut de l'or. Je vous le dis franchement. Philippe David et vous-même, vous animez l'émission. C'est très intéressant tous les jours. Donc c'est un plaisir de vous faire plaisir. J'aime beaucoup André, il a du goût, je trouve. Voilà. Et on le remercie. On a reçu encore 2 autres colis parce que nos agriculteurs nous aiment. On a reçu un colis de Anne-Marie, qui est agricultrice dans la Haute-Garonne, et un autre de Ludovic dans les Landes. Voilà. Vous voyez, tous les agriculteurs nous aiment. Je tiens quand même à signaler qu'on ne fait pas ça pour ça. Bien entendu, on le fait parce que vous savez que nous, on est de la radio des territoires, et les territoires, c'est aussi beaucoup les agriculteurs. Philippe Bilger, est-ce qu'à un moment donné, on peut se détacher parce que là le Mercosur va certainement être signé, hein, même si on entend les ministres dire oui, on n'est pas tout à fait d'accord, on sent bien que de toute façon il faudra plier. Absolument, on n'a pas le sentiment que nous avons un pouvoir qui sait où il va. J'entends bien que la situation à tout point de vue est très délicate et que ça n'est pas l'ambiguïté parlementaire qui facilite le règlement des problèmes.
mais je comprends que l'accumulation de ces problèmes commence véritablement, non pas à angoisser les Français, c'est fait depuis longtemps, mais les diverses catégories qui ne cessent pas de contester la politique dont elles sont victimes. Mais de toute façon, l'accord va être signé, puisque la Commission européenne a dit pas plus tard que cet après-midi, donc c'est récent. Signer l'accord maintenant est fondamental, c'était la réponse à la demande de report de la France. Donc dites-vous bien une chose, la Commission européenne défend les intérêts allemands, puisque c'est Madame von der Leyen qui est présidente de la Commission européenne, et Madame von der Leyen se fiche comme de notre première liquette des intérêts des agriculteurs français. D'accord ? Moi, je voulais poser une question à André. Ouais, André. Il y a une scission totale dans les syndicats. Que fout Rousseau, le président de la FNSEA, en fait ? Il protège les grosses propriétés agricoles, il se fout complètement de toute l'agriculture ? Même pas. Vous savez, Arnaud Rousseau, il a plusieurs casquettes, il a énormément de mandats. Et au travers du groupe Avril et de Sophie Protéol, ils ont même racheté une usine de transformation de tourteaux de soja et autres pour le bétail au Brésil. Donc ça veut dire que lui, il participe à l'importation du Brésil. Donc lui, il est pour le Mercosur. Et le problème, c'est que les agriculteurs de base, qui sont de bonne composition, tous, moi j'ai pas de difficulté avec les gens de la FNSEA, de partout, de la Confédération paysanne. On a nous le MODEF, anciennement c'est les fermes familiales, c'est une émanation du Parti communiste. Ce sont des gens valeureux, on est tous pareils, on a tous les mêmes intérêts. Le souci qu'il y a, c'est que la direction de la FNSEA parle à l'oreille du gouvernement et ce qui fait qu'ils prennent des directives qui ne sont pas adaptées. Aujourd'hui, on en crève. Il faudrait des gens de terrain. Vous êtes un policier de haut rang, vous savez ce qui se passe, vous, au ministère de l'Intérieur, ce serait bien qu'il y ait des gens qui soient compétents dans la défense et dans la protection des gens, dans la sécurité. Monsieur Bilger, dans la justice. Voilà, il faut des gens compétents partout. On a des hauts fonctionnaires qui sont complètement déconnectés du terrain. Donc, on choisit des représentants. Et puis, monsieur Arnaud Rousseau, il a dicté beaucoup de bêtises. Il y avait M. Moreau qui passe souvent sur votre antenne, c'est pareil. La loi Egalim, c'est-à-dire que ça partait d'un bon sentiment, sauf que les produits importés n'y étant pas soumis, ils deviennent encore plus concurrentiels. Après, on ne peut pas tous être d'accord sur tout, même si on est agriculteurs, Philippe David. Non, mais je parlais des clauses miroirs. Je vais prendre un exemple complètement dingue pour nos agriculteurs. Notre ami André, il n'a pas le droit d'utiliser certains produits pour faire ses fraises. Mais les Espagnols peuvent les utiliser, en veux-tu, en voilà. Et pire, c'est que les pays hors de l'Union européenne peuvent utiliser encore plus de produits parce que ça rentre, c'est pas toujours testé par les douanes. On va pas regarder s'il y a tel pesticide ou tel néonicotinoïde ou tel ceci ou tel cela. Donc, on a des gens qui ont déjà des normes assez dures par l'Europe et nous, on en remet une louche, deux louches, trois louches. Donc, on est plus compétitif sur les marchés mondiaux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un déficit, le premier depuis 1978, déficit commercial agricole, depuis quasi 50 ans. Mais André, je peux vous poser une question franche. Est-ce que vous avez déjà pensé à arrêter, en fait ? Et moi, je vous explique. Moi, je travaille depuis l'âge de 14 ans et demi. Et moi, j'aime le travail. Et moi, l'agriculture, c'est une passion. J'aime ce que je fais. Et le matin, quand je me lève, même si des fois le corps est un petit peu raide, si on a mal au dos, mal au cervical, qu'on a des pètes partout, qu'on a des contraintes, on a des salariés, c'est difficile à gérer, on ouvre la porte et on part au travail. Et c'est vrai que ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, j'ai le fils d'un collègue qui habite à 2 km de chez moi, 24 ans, qui a essayé de se trancher la gorge. Devant la détresse, quoi. Il était dans une situation très compliquée. Les fournisseurs, la MSA, la banque, et il a dit je m'en sors pas, je veux en finir. Voilà, ça peut pas continuer on en est aujourd'hui dans le monde agricole. Et qu'est-ce que vous attendriez des pouvoirs publics pour vous soutenir ? Tellement de choses. Oui, une en particulier. Une expression triviale qui nous lâche la grappe, qui nous laisse travailler. Parce que nous, on ne demande que ça. Au lieu de nous faire geler des parcelles, qu'on puisse les semer, qu'on puisse produire des fraises, de tout ce qu'on peut produire, on va le produire. Parce que nous, on aime ce qu'on fait. On va augmenter nos productions, on est prêt à augmenter, à travailler davantage. Parce que nous, c'est ça notre but. C'est travailler plus pour gagner plus. Là, aujourd'hui, on travaille plus. On remplit des papiers dans tous les coins pour justifier notre activité et on gagne moins. Bon, moi, j'ai 62 ans, l'outil est amorti, je vais pas me plaindre. On a des revenus, je me plains pas. Mais quand je vois certains qui travaillent beaucoup, qui travaillent très dur, et quand ils perdent de l'argent, quand ils vendent de leur production, ils perdent de l'argent, c'est inadmissible, quoi. Et André, qu'allez-vous faire de votre exploitation quand vous partirez en retraite ?
Alors mon épouse est un peu plus jeune que moi, elle a 4 ans de moins, donc on va être obligé de faire au moins 6 ans. Ah oui, vous avez pris une petite jeune, bravo. André. Oui, on a 4 ans d'écart, vous imaginez que... je suis un cougar. C'est ça. Non, et ensuite, moi j'ai pas de reprise parce que j'ai 2 filles, une a travaillé dans l'éducation nationale et l'autre était ingénieure qualité sur Toulouse. Et vu comme ils nous ont vu travailler, ils nous ont clairement dit que c'était pas pour elle. Alors, on espère les petits-enfants, on ne sait pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est travailler le plus longtemps possible. Et on verra un suivant. S'il faut installer un jeune, on installera un jeune, on essaiera d'accompagner au mieux. Parce Merci. Que il faut, c'est continuer à produire en France et que nos consommateurs puissent profiter de nos bons produits, qu'on n'ait pas... C'est ce qu'on dit, le jour où on arrêtera nous, la bouse ne sera plus dans nos champs, elle sera dans vos assiettes. Oui, c'est ça. Ça, il ne faut pas que ça arrive. Merci beaucoup, André. Et puis, vous avez eu un éclair de génie en disant que monsieur Pomard était compétent. Et donc, voilà. Bah quoi. Mais c'est vrai, hein. Merci beaucoup, André, de nous avoir appelé au 08 126 300 300. Et si vous étiez ministre?